Bonjour à tous, donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur la gestion du temps et des priorités. Donc je m'appelle Julien Bernard, je suis formateur professionnel, je m'adresse autant aux entreprises qu'aux particuliers. Donc dans ce webinaire, vous allez apprendre quoi? On va se concentrer sur les trois principales erreurs qu'on fait dans le monde professionnel ou dans le monde de l'entreprise et qui nous font perdre du temps. Et à chaque fois, je vous donnerai mon meilleur conseil et mes meilleures solutions pour résoudre ces problèmes et avoir un comportement beaucoup plus efficace dans votre gestion du temps et des priorités. Donc, on va attaquer immédiatement avec l'erreur numéro 1. Donc la première erreur, celle qui est la principale finalement, ça consiste à faire son travail chaque semaine, sans aucune amélioration de votre fonctionnement. Ne pas dédier de temps et de moments à l'amélioration du fonctionnement. Donc quel est l'impact? Il n'y en a aucun. Très simplement, c'est-à-dire que si vous êtes surchargé, cette surcharge va se prolonger de semaine en semaine. Toutes les actions que vous n'avez pas le temps de traiter, surtout si elles sont importantes, se reportent systématiquement sur la semaine suivante, qui contiendra elle aussi, et c'est à chaque fois pareil, son lot d'activités additionnelles. En fait, on ne traite que l'urgent. On a besoin d'apprendre à traiter ce qui est important et d'avoir des moyens de les traiter chaque semaine, de changer les choses quelque part. Donc le seul espoir qu'on a de voir la situation se régler quand on fait cette erreur, c'est d'avoir une véritable baisse d'activité. Et ça, souvent, on le maîtrise assez mal, surtout quand on est salarié. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? Moi, je vous donne mon meilleur conseil, hein, c'est une question d'organisation quotidienne. C'est l'organisation de votre journée qui doit changer. Ce que je vous conseille, c'est de dédier un créneau fixe, 1 heure, chaque jour, pour traiter vos 2 actions les plus importantes de la journée. Pas les actions du quotidien, les actions qui vont changer votre façon de travailler, qui vont complètement modifier votre fonctionnement, votre performance. Donc ma suggestion, c'est de le faire le matin, quand vous arrivez. Le créneau idéal, c'est peut-être 8h30, 10h. Et très vite, vous aurez besoin que de 9h à 10h, parce que vous aurez plus de temps pour vous. Donc faites ça sans consulter votre messagerie. Dès que vous arrivez, bloquez ce créneau dans votre agenda. Il s'agit de changer vos propres données d'entrée. Ne vous dites pas juste je vais faire ça tous les matins. Si c'est que une question de se forcer et de changer son comportement, on n'y arrive pas. Si on a modifié ses propres données d'entrée et son agenda, on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc faites-le comme ça. Quels sont les bénéfices de cette action? Le premier, il est énorme, c'est que vous serez capable d'avancer 10 actions de fond toutes les semaines. Ça veut dire qu'en 3 semaines, en ayant traité 30 actions de fond, vous aurez inévitablement la capacité à dégager 4, 5, peut-être 10 heures de temps libre chaque semaine, ou alors de traiter plus d'activités, ça sera à vous de voir, mais en tout cas, vous aurez transformé votre organisation. Donc il y a un deuxième avantage important à faire ça, c'est que vous serez, à chaque fois qu'on vous donne une action imprévue à faire, même pour le lendemain, vous pourrez dire oui, ok, je suis capable de la faire avant demain 10h. Et ça, tous les jours. C'est une chose qu'on n'est pas toujours capable de faire, bien au contraire, et ça va vous rendre beaucoup plus fiable, hein, même vis-à-vis de vos responsables ou de vos collaborateurs, ou si vous êtes un manager. Vous allez être capable, et ce sans modifier votre journée d'aujourd'hui, d'accord? Peut-être que vous avez prévu de sortir tôt, d'aller chercher vos enfants, peut-être vous avez prévu de faire du sport ce soir, peu importe la raison, vous avez la possibilité de traiter une action qui vient de tomber si elle est suffisamment courte, le lendemain, de 9 à 10, et de la donner pour le lendemain à n'importe qui. Donc, ça c'est crucial. Et enfin, autre bénéfice, vous êtes totalement disponible tout le reste de la journée pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire traiter ses emails, les relations avec les gens, les équipes, les clients, les différentes urgences, les interruptions. Tout cela, en fait, il sera possible de le traiter. Vous devez juste vous réserver le premier créneau de la journée dans votre agenda et vous y dédier. Passons à la seconde erreur. L'erreur numéro 2, elle porte sur les réunions. Les réunions en entreprise, elles sont inefficaces. Souvent, il y en a beaucoup trop ou elles sont trop longues. Et si elles ne sont pas suffisamment utiles ou pas assez suivies,
on perd véritablement en efficacité. Donc ça, c'est une grosse erreur, hein, parce que avec un agenda surchargé, en fait, votre temps de travail effectif, il est très réduit. Le temps dédié à votre travail, à vos activités, à vos tâches. Donc on a cette impression, en fait, hein, d'être un peu prisonnier de son agenda à cause des réunions. Il y a un autre aspect, hein, c'est que les réunions inefficaces, au moment où elles se produisent, elles sont très frustrantes. C'est frustrant pour vous, mais c'est aussi frustrant pour toutes les personnes, surtout si vous êtes manager d'une équipe ou que vous êtes avec un client. Donc on ne veut pas perdre du temps en réunion. Et enfin, le dernier impact, il est plus vicieux, hein, mais c'est le cercle vicieux qui s'établit parce que on manque de temps pour réaliser et suivre les actions qui sont prises en réunion, ce qui va nécessiter de nouvelles réunions. Et en fait, le vrai sujet qui est de prendre des décisions et de suivre des actions, il est de plus en plus absent du monde de l'entreprise parce qu'en fait, on a de plus en plus de temps pris par les réunions en elles-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième grosse erreur. Comment est-ce qu'on peut corriger ça? Moi, je vous conseille, et ça va transformer votre façon de mener les réunions, je vous conseille de démarrer les réunions par des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que c'est une question ouverte? Une question ouverte, c'est des questions qu'on pose à nos interlocuteurs où ceux-ci ne vont pas pouvoir répondre de façon courte ou avec une réponse comme oui ou non. C'est des questions qui vont amener votre interlocuteur à parler de ce qui est vraiment important pour lui, de la manière dont il le voit, de ses idées, des solutions qu'il propose. Donc, je vous propose, hein, par exemple, d'aborder une réunion en disant, voilà, on va parler du sujet XXX. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus important sur ce sujet? Ou alors, quelles sont vos deux problématiques principales sur ce sujet? Et vous pouvez enchaîner avec un autre tour de table sur, OK, quelles sont les solutions que vous proposeriez sur ce sujet? Moi, je vous conseille vraiment de passer au moins 20 minutes en début de réunion sur cette phase de questions. Parce que c'est le véritable moment où on va résoudre les choses. On va être capable de mieux comprendre et on va être capable d'aborder les solutions qui tiennent déjà à cœur des personnes qui sont présentes autour de la table. Donc ensuite, il suffira de clôturer la réunion avec un plan d'action très simple qu'on fait en réunion, qui fera aussi office de compte-rendu. Et dans mon expérience, on peut très facilement faire de bonnes réunions qui ne durent qu'une demi-heure, où on a véritablement fait avancer les sujets. Alors, quels sont les bénéfices d'aborder les réunions avec une question ouverte? J'en vois beaucoup, hein, mais le premier, c'est que vous n'aurez plus aucune réunion qui sera inutile. Tous les sujets véritablement importants seront toujours abordés dès le départ et donc traités par le plan d'action immédiatement ensuite. Donc personne ne sortira de la réunion en disant on n'a pas abordé les vrais sujets. Tout le monde aura eu l'occasion de les mettre en œuvre. Le deuxième point, c'est que la réunion elle sera beaucoup plus courte, hein, tout simplement. Hein. Si vous faites des réunions de 30 à 45 minutes et qu'il n'y a pas besoin de faire de compte-rendu derrière, ce qui fait encore perdre un quart d'heure, bah, ça fait toujours au minimum une demi-heure de gagné par rapport à une réunion d'une heure ou encore pire de 2 heures. Et c'est un temps que vous allez pouvoir consacrer aux actions effectives, au suivi des plans d'action. Ça va donc transformer votre organisation. Autre avantage, les problèmes et les solutions que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune idée au début de la réunion, vont émerger naturellement. Si vous commencez la réunion en disant moi je pense qu'il faut travailler comme ça, en fait on va discuter de votre méthode, il y a même des gens qui ne seront pas d'accord, il y aura des débats, il y aura des conflits. Alors que autour de la table, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà la solution, et si vous l'écoutez d'abord, on va peut-être très rapidement tomber d'accord sur cette solution. Enfin, dernier bénéfice, mais non des moindres, c'est une question de confiance et de collaboration. En fait, vos interlocuteurs, et c'est rare en entreprise, vont se sentir véritablement écoutés. Donc ça va créer de la confiance. Et en plus, s'ils sont écoutés quand ils proposent des solutions et que régulièrement on les choisit, mais en plus il va y avoir beaucoup plus d'adhésion. Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont proposé ces solutions. Donc ils adhèrent généralement déjà. Et donc ça, c'est encore une transformation. Tout ça va être amené par quelques questions que vous posez en début de réunion. Donc c'est une très bonne habitude à prendre, je vous le recommande fortement et ça fonctionne très bien en entreprise, même quand on pilote des projets très complexes. Moi j'ai piloté des projets de plus de 100 personnes
et j'abordais ainsi toutes mes réunions. Nous arrivons maintenant sur la troisième erreur majeure, celle de déléguer des tâches en expliquant le travail qui est à effectuer, en se concentrant sur le détail du travail à effectuer. Donc ça paraît assez naturel, c'est même un peu choquant de dire ça. Pourtant, en fait, c'est une énorme perte de temps. Souvent, quand on prend le temps de détailler complètement la méthode et la manière de faire et le plan, en fait, ça prend un temps comparable au temps nécessaire pour réaliser l'activité. Et souvent, les gens se disent, mais le temps que j'explique, je l'aurais fait tout seul. Donc, déjà là, vous avez une perte de temps quand vous faites ça. Et en plus, il y a une perte de motivation. Et moi, la motivation, surtout en étant manager d'équipe importante, c'est pour moi la clé. C'est ce qui va faire que les gens vont décider d'agir et vont suivre les actions que j'ai proposées ou qu'ils ont choisies. Donc, je ne veux pas bloquer mes collaborateurs en imposant des méthodes auxquelles ils n'adhèrent pas forcément. Certains préféreraient en utiliser d'autres, certains en connaissent des meilleurs, parfois auront plus de succès et très souvent, la plupart du temps, en fait, de toute façon, ça se passera avec beaucoup plus de motivation. Donc, un exemple démotivant, c'est de confier une activité en disant, voilà, je veux que tu suives la procédure qui est là et de prendre le temps de l'expliquer. Et je veux que tu utilises cet outil qui fonctionne comme ça et de prendre le temps de l'expliquer. Parce que ça prend beaucoup de temps et ça peut même créer des conflits. Donc comment travailler? Comment déléguer efficacement? Il est important d'apprendre à fixer des objectifs qui ne soient pas des objectifs flous, mais qui soient des résultats les plus concrets possibles. En fait, vous avez uniquement besoin de définir proprement et concrètement le résultat d'une façon qui soit mesurable. Donc, laissez vos collaborateurs choisir les méthodes, les chercher par eux-mêmes s'ils ne les connaissent pas. Bien sûr, vous pouvez être disponible pour les aider dans la mise en œuvre, mais uniquement si c'est nécessaire. Certains trouveront même des meilleures méthodes que celles que vous auriez expliquées. Et en tout cas, vous verrez, vous renforcer au passage l'autonomie de votre équipe. Donc quels sont les bénéfices quand on fonctionne comme ça? Le premier bénéfice, il est surtout sur le gain de temps. Vous n'avez pas à expliquer la tâche en détail. Vous vous concentrez sur le résultat, pas besoin d'expliquer les méthodes, pas besoin d'expliquer les outils. Et on sait comme c'est difficile d'imposer un outil ou une technique dans le monde professionnel. Le deuxième point, c'est l'autonomie et la motivation de vos interlocuteurs. Un collaborateur qui est autonome, qui est libre d'utiliser la méthode qu'il préfère, c'est toujours souhaitable parce que vous allez avoir une équipe beaucoup plus solide et performante qui aura de moins en moins besoin de vous. Donc en gestion du temps, c'est crucial. Un aspect génial de cette façon de fonctionner en fixant les résultats, c'est que vous avez une grande innovation et une créativité possible dans vos équipes qui est importante. Vous allez avoir de temps en temps des nouvelles solutions qui émergent. Alors, je ne vous raconterai pas de mensonges, il y a peu de gens dans une équipe qui vont véritablement proposer des nouvelles solutions et beaucoup vont se baser sur les solutions existantes ou de ceux qui ont proposé. Mais par contre, ces personnes-là, elles sont précieuses et elles peuvent profondément transformer votre entreprise ou votre équipe. Donc, appuyez-vous sur eux et même mettez en avant tout ce qui a bien fonctionné. Enfin, le grand bénéfice également de fixer les résultats, c'est que des résultats concrets et mesurables, c'est qu'en fait l'évaluation va être beaucoup plus rapide. On peut mesurer, on peut contrôler les résultats beaucoup plus facilement et il y aura donc beaucoup moins d'erreurs. Parce que si vous avez fixé le résultat, il vous suffit de vérifier le résultat et vous n'avez pas besoin de vérifier toutes les étapes intermédiaires qui très souvent sont nombreuses et ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, donc je vais finir sur un exemple dans un environnement professionnel quand on a un objectif un peu classique. Par exemple, développer l'activité en France, l'activité de l'entreprise. C'est un objectif très large qu'on peut fixer à haut niveau. Souvent, on l'accompagne en disant qu'on a mis en place un plan détaillé, qu'il est disponible, qu'il y a une présentation qui est accessible sur le réseau. Qu'on souhaite aussi mettre en place un outil ou 2 outils cette année. Et on conclut en disant, voilà, on compte sur vous. Chacun d'entre vous peut suivre ce plan avec attention, on compte sur vous pour ça. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir une approche un peu différente, qui soit beaucoup plus concrète dans les résultats et qui simplifie finalement
l'adhésion et la proposition pour votre équipe. Donc c'est le même objectif, développer l'activité en France, mais cette fois-ci on précise les résultats. Donc il y a 4 résultats. On va ouvrir une agence à Paris avant juin 2030. On va recruter 10 managers avant juin 2030 qui possèdent les compétences X et Y. On va recruter, former 120 collaborateurs pour cette agence avant fin décembre 2031. Et du point de vue business et marketing, il va absolument falloir obtenir des contrats clients pour rémunérer l'activité de ces collaborateurs avant fin décembre 2031. Donc on sera tous évalués en fonction de ces résultats. Moi je souhaite que chacun contribue avec leur meilleure solution. Et bien sûr, si nécessaire et s'il n'y a pas d'idée, je vous accompagnerai au mieux de mes connaissances pour établir un plan. En fonctionnant ainsi, vous imposez pas la méthode. Il y a beaucoup de gens qui pourront proposer des options, des idées différentes. Chacune des personnes en dessous de vous, dans votre équipe, va être capable d'atteindre ce résultat, peut-être avec des moyens différents et des situations différentes. Par contre, on sait très bien ce qu'on cherche, on sait très bien comment on sera évalué, on sait très bien mesurer quand on sera fin juin 2030 ou fin décembre 2031, si on a atteint nos objectifs ou pas, et on n'a pas besoin de contrôler la manière d'y arriver, à moins d'être dans une vraie phase où les résultats ne sont pas atteints. Voilà. Donc, on a vu ensemble 3 principales difficultés, principales erreurs en fait qu'on réalise en entreprise, et puis 3 véritables moyens d'aller beaucoup plus loin en termes de gestion du temps et des priorités. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous avons pris à peu près 15 minutes pour aborder 3 des sujets les plus importants de la gestion du temps et des priorités. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un module de cours digital sur le même format que celui que vous venez de suivre, qui vous permet pour une somme vraiment modique d'avoir le cours complet, avoir tous les supports, les fiches d'exercices et être capable de vous former par vous-même immédiatement. Vous pouvez démarrer tout de suite. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, moi je suis un formateur professionnel, vous avez toutes mes coordonnées. Je peux faire des formations individuelles ou des formations en entreprise. Je vous laisse visiter mon site, vous trouverez les différents plannings et les programmes des formations que je suis capable de dispenser. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.